À quel moment dans ton propre parcours tu vois ces outils et tu te dis, je pourrais aussi m'exprimer à titre personnel? Tu as ton propre compte YouTube. Je suis sur ma chaîne YouTube perso, c'est un documentaire, donc c'est écrit en tant que tel, c'est un travail de documentation. Ouais. Mais la question, c'était aussi, moi je me pose toujours la question de à quoi ça sert. Ouais. C'est marrant. Voilà. Et là, l'idée, c'était d'avoir 3 apports éditoriaux différents. La première, c'est déjà d'animer des tableaux. Franchement, Ouais. comme beaucoup de gens, je suis fan d'impressionnisme et le fait de voir sortir une interprétation d'un Renoir avec des gens qui dansent, enfin, c'est absolument extraordinaire. Donc ça, c'est plutôt une curiosité artistique pure. D'autre part, là, il y a le visage de ces messieurs-dames, c'est qu'aussi, on arrivait au début du fait de pouvoir calquer des visages. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que l'impressionnisme, c'est aussi en parallèle de l'arrivée de la photo. Et en fait, ils adoraient aller se faire tirer le portrait. Notamment chez un photographe qui s'appelle Nadar. Oui, c'est lequel ils vont faire les expositions. Voilà, et donc du coup, il y a des photos qui sont naturellement libres de droit, et du coup, là, on peut avoir un deuxième apport éditorial. Et le troisième élément, c'est des décors. Ouais. Parce qu'il y a des endroits qui ont disparu, mais ils ont été décrits, il y a des catalogues pièce par pièce, donc là, après, il y a un jeu d'artisanat qui consiste à reprendre les catalogues, penser les pièces et restituer. Et donc là, c'est le début officiel de ta démarche perso, tu le postes sur YouTube. Oui, il y en avait un qui était que des tableaux animés, qui était en février, et il y en a un petit peu avant qui était un peu un cartoon à la Pixar. Là, c'était une fiction totale. Qu'est-ce qui se passe si une entreprise de la Silicon Valley, menacée par l'antitrust, présente un candidat dans un pays, se le fait élire, promet des milliards d'euros pour et avoir tout simplement les mains libres pour faire ce qu'elle veut. Ouais, et ça se passe pas forcément bien. Enfin, c'est une fiction. Une fiction. Et donc aujourd'hui, tu es en train de aussi développer en parallèle une approche de création. Tu pousses finalement une idée qu'il y a des documentaires IA. En tout cas, il y a des histoires vraies qu'on peut illustrer avec de l'IA. Celui sur la Somalie, c'est un doc. Comment tu le qualifies? C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie parce que c'est un superbe reportage qui a été écrit par Christian Hoche. Donc c'est une histoire qui date de 76, mais c'est un prix Albert Londres en 1978 de mémoire. Et c'est une histoire sublime. C'est toute l'immense opération logistique, la très grande aventure humaine qui consiste à les faire devenir pêcheurs, donc les faire déménager, les faire découvrir l'océan pour la première fois. Et donc c'est un texte. Ouais. C'est un texte et en fait, j'ai eu l'auteur qui a un certain âge maintenant, etc., mais qui n'a rien perdu de sa pétillance et de sa curiosité, qui était hyper étonné et assez curieux, etc., qui a posé plein de questions. Et en gros, il a dit des choses merveilleuses. En gros, par exemple, il disait, vous savez, nous, depuis la guerre, on n'a pas arrêté de s'adapter aux technologies. Bien sûr. Voilà. Donc ça a été l'histoire de notre métier, etc. Là, ça continue. Et d'autre part, ça existe encore maintenant, c'est que quand on livrait un reportage à l'époque, on allait faire un truc de, mettons, 15 000 signes, etc. Et le journal va vous appeler et dire, on vous en a gardé que 8. C'est-à-dire, en gros, on vous a coupé votre texte. Et il me dit, mais évidemment, mais qu'est-ce qu'on coupait? Qu'est-ce qu'on coupe toujours? C'est les descriptions, c'est les trucs sensoriels, c'est les trucs visuels, c'est les choses comme ça, etc. Et du coup, il dit, mais là, vous avez une opportunité extraordinaire d'utiliser ça pour avoir la partition, finalement, la voix off, avoir, une information coupée, sélective, intense, etc. Et à côté, donner à entendre, donner à voir, ce qui permet d'avoir une double lecture que tout le monde a aujourd'hui pour une vidéo. Et d'avoir un journaliste aussi respectable, avec autant d'expérience, et cet âge, avoir une curiosité, je ne veux pas dire d'enfant, mais de fraîcheur extraordinaire là-dessus, c'était très intéressant. Et tu reprends les codes du documentaire avec des gens qui témoignent, face caméra. Ceux qui disent, c'est ce qui était dans le texte, j'imagine. Ce qui est dit là est strictement, entre guillemets, dans le texte. Tu es parti d'une histoire vraie qui a été faite par un journaliste, écrit, reconnu par la profession comme exemplaire. Et là, tu apportes finalement une interprétation, comme
un pianiste qui prendrait une partition et puis qui se met à la jouer lui. Mhm. 50 ans plus tard, et voilà comment tu vois les choses. Finalement, tu fais un travail très très personnel. C'est vraiment, tu n'as plus Oui, de oui. journaliste. Oui, oui, et puis aussi, c'est pour poser des questions. Voilà, j'ai pas toutes les réponses, mais ça existe, ça arrive vite, et il faut le dire. Et il y a des opportunités, il y a des menaces. C'est une façon personnelle d'en parler. Et tu disais que donc Hervé Brusini, qui voit ce travail. Donc c'est le président du comité Albert Londres, qui est le Pulitzer français. Hein, enfin, Oui, oui, bien sûr, oui, oui, on n'a pas à préciser, mais voilà. effectivement. Et là encore, des personnes d'une curiosité absolument extraordinaire, avec du métier, etc., et qui me dit je veux tout savoir. Comment vous avez fait pour les images, pour l'animation, pour l'audio, etc. Ouais. Qu'est-ce que ça pose comme question éditoriale? Qu'est-ce que ça pose comme question déontologique? On va en parler d'ailleurs à la BPI du Centre Pompidou là, à la fin du mois de juin. Ouais. Et on va aussi parler de fake news, on va parler... voilà. Oui, c'est ça, parce que c'est pas de la fake news du tout, c'est de la recréation, on va dire, ou c'est une C'est de version. l'illustration. Uh-huh. C'est de l'illustration. Enfin, encore, c'est de l'image de synthèse, c'est fait avec de l'IA. Bon. Mais on n'a pas interdit les crayons parce que ça avait été utilisé pour écrire des lettres de délation Ouais. mensongères. On n'a pas interdit les ciseaux et les couteaux parce qu'il y a des gens qui les avaient utilisés à mauvais escient. C'est un outil. Après, ça pose énormément de questions, notamment aux plateformes, mais pas que. Oui. Je suis persuadé qu'aussi c'est une énorme opportunité pour le journalisme, justement pour être plus que jamais un tampon de validation d'informations, Bien sûr. des professionnels de la crédibilité, de la validation. Il y a des gens qui sont payés pour vérifier les choses.